Il y a quelques Porsche qui font des baptêmes, donc on va faire attention. Donc circuit Bugatti que moi j'ai eu le bonheur de diriger pendant 40 ans, pratiquement 40 ans, de 70 à pratiquement fin 2006. Et à l'époque ici, ça s'appelait le virage des S bleus. Maintenant, on est rentré dans la configuration internationale où on donne des numéros de virage, des numéros de poste. En bref, on a déshumanisé complètement la personnalité de tous les circuits du monde et je trouve que c'est un petit peu dommage quand même si ça peut amener un peu de rationalité dans tout ce qu'on fait. On savait que le virage du raccordement c'était au Mans, les S bleus c'était au Mans, et le poste de 14 il y en a sur tous les circuits du monde. Donc face à nous, bien l'arrière des stands de ravitaillement, la tour de contrôle qui date de 1990-91, où on avait, à la suite d'une demande de Jean-Marie Balès, le président de la FIA à l'époque, été obligé de reconstruire tout ça, car à l'époque, le ravitaillement faisait que l'essence, les 240 000 litres de carburant transitaient dans des tuyaux dans le plafond des stands de ravitaillement, et comme il y avait à peu près 50 000 personnes au-dessus, dans les gradins, les loges et compagnie, c'était que ça pouvait être un petit peu hasardeux. Donc c'était un peu pour ça. Ici, c'est donc le virage du raccordement, que certains ont appelé pendant longtemps le racco, que je trouvais pas ça très beau, mais bon, c'était quand même efficace. Donc rappelons que ces chicanes ont été payées par M. Ford dans les années 60, milieu des années 60, pour ralentir la vitesse des voitures devant la zone de concentration de public ici, où on peut dire qu'il y a quand même 200 000 personnes en général. Donc 17 000 places de tribune, 200 000 places sur les gradins. Donc le PC médical qui est ici à droite en bleu foncé va déménager dans quelques semaines maintenant. Et les stands, 60 stands plus les 2 éphémères que l'on construit d'habitude. Et derrière les vitres blindées de droite, il y a les 62 cuves de 3800 litres de carburant chacune. Chaque stand et chaque voiture ou chaque moto ayant sa propre cuve de carburant. La courbe Dunlop, jadis jusqu'à 1931, la piste allait tout droit ici. Et on allait pour 17 km 200 jusque dans les faubourgs de la ville. Et puis en 1928, on a coupé une première fois la pointe nord. Et en 1932, on est arrivé à cette définition du circuit à peu près identique à aujourd'hui. La courbe Dunlop à l'époque faisait 500 mètres de rayon. Mais elle était le long des murs que vous voyez à l'extérieur. On a translaté tout ça. Surtout pour les motos, pour avoir un dégagement, puisque la vitesse des motos ici est de 339 km/h et pour les voitures c'est environ 300. Et pendant très longtemps, le poste de commissaire qui était juste avant la passerelle, là, ils ne l'ont pas su, et heureusement peut-être d'ailleurs, il y avait sous leurs pieds une cuve énorme remplie d'eau potable qui était là pour ravitailler le circuit, mais de l'eau aussi qui permettait d'arroser le golf, car le golf était ici à droite, entre la passerelle et le chronométrage. Et donc les commissaires, ben, ils n'avaient pas pied. Hein. S'ils étaient tombés à travers la couche de béton qui les protégeait, ils n'auraient pas eu pied. C'était énorme. Et là, on appelle ça... bon, regardez un peu à droite, vous avez à 30 km le sud de la Sarthe. C'est pour ça que ça s'appelle le panorama ici. Jadis, la piste allait tout droit jusqu'à l'entrée des S, avec une pression sur la pédale de frein en bas de 185 kg. Ça donne une idée quand même de la condition physique que ces gars ont. Et pour ceux qui ont connu ça, et la petite chapelle ici à gauche que moi j'ai reconstruit en 2011 et qui le jour de l'inauguration a permis peut-être de faire un premier miracle, puisque ici à gauche il y a eu le crash de McNish avec l'Audi qui n'a pas fait un seul blessé. Et je me souviens que l'archevêque du Mans qui était avec moi pour l'inauguration, enfin j'étais plutôt avec lui parce que c'était lui qui consacrait la chapelle, a dit « Hervé, il y a un premier miracle ». Effectivement. Ça a été vraiment un miracle. Et là, le tracé n'a pas changé hein, depuis les années 32. Le tracé est toujours le même. Les S du tertre rouge, qu'on appelle maintenant les S de la forêt parce qu'il n'y a plus d'arbres. Parce que vraiment, pour moi, le décor du circuit, c'est ce qu'on voit à gauche. C'est des pins maritimes, des pins noirs. Là, on a modifié le virage du tertre rouge il y a quand même déjà maintenant plusieurs décennies pour avoir un bac à gravier, car avant on était vraiment à un angle, pratiquement un angle droit, et c'était horriblement dangereux, il n'y avait pas de dégagement à l'extérieur. Et on va rejoindre
route internationale qui va de l'Angleterre à l'Espagne, qui va du Mans à Tours, qui s'appelait à l'époque du début du XXe siècle la route des records par les Belais, et qui est maintenant le laboratoire national d'essai des ponts et chaussées. Le circuit du Mans est le laboratoire national pour le goudron depuis 1930. Alors en fait, à l'époque, la CO a fait la guerre avec le ministère des Transports à Paris. Vous pouvez pas passer là, c'est pas plus... Plutôt que de faire des zigzags, ça va être plus simple quand même, non? Non? Je sais pas. Vous êtes obligé de prendre... non. Allez. Et rappelons qu'il y a quelques années, malheureusement, on a perdu notre pilote Simonsen qui a été percuté des rails ici avec beaucoup de violence au 3e tour des 24 heures. Et je crois qu'il était 7 minutes après le départ de la course. Et Alan, ici, vous le voyez, rappelé ici par les permanents. Le stade de football à droite, qui vient donc de perdre le parrainage des Mutuelles du Mans Assurance que nous avons récupéré. Et en face, un monsieur avec qui j'ai eu beaucoup de soucis pendant ma carrière professionnelle ici, parce que la nuit des 24 heures, j'ai été obligé de lui demander d'éteindre son enseigne lumineuse, là, son enseigne, où il rappelait qu'on pouvait réserver son caveau. J'avoue que pour un pilote qui passe à 300 à l'heure ici, c'était quand même pas l'idéal. La salle de basket à droite, et le jour des 24 heures, on va tout droit bien sûr ici. On va passer par le rond-point qu'on appelle le rond-point de César, car du temps des Romains, il y avait ici un petit chemin qu'on appelle le chemin aux bœufs, qui passait de Nantes à Paris, en passant par le sud du circuit, et qui permettait aux fermiers de la région de Nantes, il y a 2000 ans, d'emmener à quoi manger aux gens de Paris. Ils amenaient leurs bestiaux par la, si je veux dire, par la route, par le chemin aux bœufs, jusqu'à Paris. Voilà. Et vous voyez que maintenant c'est KFC, donc le poulet a remplacé le bœuf. Et quel poulet! Et la très belle concession Audi. Audi, rappelons-le, a gagné 13 fois les 24 heures, plus une fois avec Bentley, qui est en fait une Audi déguisée en Bentley, puisqu'ils avaient un châssis Audi et un moteur Bentley quand ils ont gagné en 2003. Très très belle concession Audi, avec une belle terrasse où on peut, j'espère, regarder les 24 heures gratuitement, je suppose. Tout n'est pas vendu encore, hein. Il y a encore un petit peu de stock encore quand même. Hein. Et là de chaque côté, regardez le confort de roulage. Alors à droite, on ne voit pas, c'est le terrain de course de chevaux sur lequel ont eu lieu le 8 août 1908 les premiers vols d'avion au monde, avec Will Burette, l'américain. Les Sartois n'arrivaient pas à prononcer Will Burette, il avait surnommé Vieille Burette. Ce qui phonétiquement fait exactement la même chose. Le bistrot à gauche de Maurice Génissel, qui était le quartier général des pilotes avant la guerre. Et c'est là que s'est joué le départ des 24h49 avec Luigi Chinetti, qui a saoulé son coéquipier au cognac le vendredi soir, afin qu'il ne conduise pas aux 24 heures pour ne pas casser la voiture. Première chicane à droite. Donc ça, à cause de la vitesse de pointe de la WM en 1988 qui avait atteint 405 km/h, on a été obligé de faire en 4 mois 2 ralentisseurs. Et puis à gauche, regardez la petite maison, là, elle nous appartient, nous, la CO, ça. C'est le relais de chasse dans lequel Saint-Exupéry, lorsqu'il était élève au Mans, venait le jeudi en vélo manger son sandwich avec son copain Jean-Marie Lelièvre, qui deviendra le président des 24 heures quelques années plus tard. Jour des 24 heures, bien sûr, on irait tout droit ici. Alors ici, la piste est un peu particulière. C'est une piste qu'on appelle en toit, c'est-à-dire qu'elle est pentue de chaque côté à partir de l'arête centrale, de façon à ce que l'évacuation de l'eau se fasse rapidement. Par contre, quand vous passez d'un côté à l'autre, c'est un petit peu délicat parce que les gros pneus s'apparentent mal avec le cône qui est au milieu. Ça, c'est pas terrible hein, comme décor pour le circuit de 24 heures. Elle est abandonnée, cette maison, maintenant? Il y a encore du monde dedans? Eh ben. Voilà, et on va retrouver la piste. Donc on a mis les rails ici en 1970, il y en a eu pour 300 millions à l'époque quand même. Je rappelle que mon père avait donné un chèque de je ne sais plus combien, comme beaucoup de membres de l'ACO, il avait le droit à un écusson particulier à mettre sur sa voiture. Il était très fier de ça. Donc ici les postes de commissaire sont de 300 mètres en 300 mètres à peu près, mais c'est pas à vous que je vais la prendre, c'est vous qui êtes là, les artistes. Jadis à droite, c'était la maison du frère de François Migaud, pilote des 24 heures, qui a fini 2e et 3e.
Un petit peu à gauche, maintenant, vous avez l'entreprise Yvon. Les fils Yvon ont été pilotes des 24 heures dans les années 90-2000. Et à droite ici, on avait il y a quelques années encore notre cher ami Michel Bonté, journaliste du Maine Libre, qui était le spécialiste de la voiture et qui a donné son nom à la salle de presse. À gauche, c'est un inspecteur de Michel Dumont. Et on arrive à l'endroit où la WM avait atteint 405 km/h en 1988. Et c'est pour ça que la zone de freinage, on a 4 hauteurs de rail et non pas 3. Et deuxième chicane absolument identique à la première, mais à gauche cette fois, qui a surtout beaucoup modifié, puisqu'on descend à 150-160 à l'heure à peu près, ça a beaucoup modifié la vitesse d'approche du virage dans lequel nous entrons maintenant, qui à l'époque où il n'y avait pas les chicanes se prenait à pratiquement 380-390 km/h à fond absolu, dérapage des 4 roues sur à peu près 300-400 mètres quand même. Hein. C'était l'endroit où il ne fallait pas lâcher. Hein. Par contre, il y a eu beaucoup de moteurs qui ont lâché ici, et ça a occasionné des fuites d'huile énormes, et on a eu beaucoup de cartons dans cet endroit-là. Là, les 300 mètres à venir ont été malheureusement le théâtre de beaucoup de soucis. Et puis la fameuse bosse qu'on a rabotée d'1,60 m il y a quelques années parce que les Mercedes n'arrivaient pas à la passer sans décoller. Et c'est aussi ici que Willy Mérès en GT40 s'était planté en 68 dans le premier tour et accidenté gravement. Il essayait de s'attacher au moment où il s'est planté en fait. Et c'est pour ça que Jackie X a fait modifier le départ des 24 heures l'année suivante parce que son copain Mérès, voyant qu'il ne pourrait plus jamais piloter aux 24 heures, s'est flanqué une balle dans la tête. Le Golf qui appartient à la CO et qui pendant la guerre a été un camp de rétention. Rétention pour les tziganes. Alors, le camp a été fait par les Anglais en 1938, devenu un camp de rétention pour les tziganes, les Juifs, et après les Français, les Anglais. Et à la fin de la guerre, ça a été pour les Allemands. Et là, il y a eu 7500 Allemands jusque dans les années 45-46, avec le château d'eau que l'on va voir tout à l'heure, plus loin, Mulsanne, que Tom Christensen appelle le Cap Horn du circuit des 24 heures, tellement c'est un endroit difficile à négocier, c'est vrai. À gauche, c'est une enceinte publique. Moi, j'ai découvert les 24 heures, j'avais 3 ans ici, en 1949. Mes parents nous amenaient en vélo avec mon frère. Et c'était un bel endroit parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de végétation du tout. Et on voyait les voitures sur environ 3-4 km, depuis la courbe de Mulsanne jusqu'à l'entrée dans Indianapolis. Maintenant, ça a beaucoup poussé. Plus que moi, et on a le même âge. Voilà, vous voyez le château d'eau pour le ravitailler en eau, le camp qui était à droite. Il y avait même une voie ferrée entre ici et la gare d'Arnage pour ravitailler le camp à l'époque. Donc là, il n'y a malheureusement plus de public maintenant à cet endroit-là. Quelques très rares riverains. C'est là qu'une des Mercedes avait commencé son envol dans les années 2000, début des années 2000. Et l'une d'elles est allée jusqu'à passer au-dessus de la passerelle là-bas, au fond. Beau vol plané quand même. Là, je suis content, ça repousse parce que ça a été brûlé il y a quelques années, mais les arbres poussent vite, hein, c'est bien. Ça va reconstituer le décor du circuit. L'endroit où on s'appelle le Baltrap, parce que les photographes professionnels, ils se placent en face, là, juste au bout du rail à gauche, et ils déclenchent leur appareil avant même de voir la voiture, parce qu'elle arrive à 340 km/h, et s'ils attendent de la voir, c'est trop tard. Donc ils appellent ça le Baltrap. Voilà, repère en mètres par rapport à l'entrée dans le virage d'Indianapolis. C'est là qu'on est obligé de calmer les chauffeurs de cars italiens, parce que eux, ils vont bon train. Quand on fait des visites avec des groupes italiens ici, on est obligé de les calmer, hein, sinon on rentrerait sur les portières dans le virage. Hein. Donc le grand bac à gravier, honnêtement, si à un moment donné vous pouvez venir voir ça, quand on est dans l'axe là de la piste et on voit débouler les voitures à 340, c'est très impressionnant. Donc ici ça s'appelle Indianapolis car sous le goudron, ce sont des briques qui étaient fabriquées dans une petite briqueterie là à gauche à Lénier-en-Blain. Et comme à Indianapolis sur le circuit où tout le sous-sol du circuit est en briques, ici c'est en briques. La maison à droite là a servi de décor pour le film de Steve McQueen, c'est là qu'on a propulsé la Ferrari par-dessus le rail. Et donc le propriétaire depuis ça pensait que sa maison était un décor qui valait beaucoup d'argent. Il a essayé de la vendre 6 millions pendant des années. Je crois qu'il n'a jamais réussi. Et on arrive ici au kilomètre 10, le virage d'Arnage, qui est le seul virage depuis 100 ans à ne pas avoir été modifié, c'est ce virage-là. Il est toujours à angle droit. 90 degrés et 10 km pile depuis la ligne de départ.
On a fait le giratoire parce que c'est quand même beaucoup de villes dortoirs, comme l'on dit, à droite à gauche, ici, dans le Bellinois. Et donc ça devenait dangereux. À gauche, c'est une maison qui nous appartient, nous, assez haut, c'est notre ancien attaché de presse qui habite là. Elle est aux premières loges pour les 24 heures. Donc pas de public sur les côtés ici, mais quelques villas qui peuvent quand même accéder à leur maison par l'arrière, à travers bois, à travers les chemins forestiers, ils arrivent à accéder chez eux. On arrive au poste, moi je l'appelais le poste 106, et à l'époque il y avait 11 nationalités de commissaires différents, dont notre ami britannique Steve, qui a perdu une jambe à Silverstone lors d'un accident, et qui était là dans son fauteuil roulant encore il y a quelques années avec ses drapeaux, chapeau. Un petit peu plus loin, c'est triste aussi, on a un petit monument juste derrière le rail qui rappelle la disparition d'Enjolras, qui s'est tué ici aux essais préliminaires des 24 heures. Voilà, à droite là, le petit monument de 1995, si j'ai bonne mémoire. À gauche, je crois que c'est un ancien préparateur qui s'appelait René Hugère, un préparateur de moteur qui était basé près du circuit jadis, qui est en retraite maintenant, et on va arriver à l'endroit où le circuit s'est dédoublé en 1971. On aurait pris encore l'ancienne piste tout droit, et nous, à partir de 72, on a débuté ce qu'on a appelé la nouvelle portion. Ça fait 50 ans déjà, et on l'appelle toujours nouvelle portion, avec ce virage qu'on appelle virage Porsche. Ça a été le début de ce qu'on appelle le naming. C'est la première fois qu'une marque a donné son nom à un virage sur le circuit, moyennant un peu d'argent, bien sûr, comme toujours. Virage qui se prend quand même très vite, on est à 200-220 km/h ici. C'est pour ça que le bac à gauche est proportionné en dimension avec la vitesse d'accès. Et puis le safer barrier, la barrière américaine expérimentale à droite, là, le long du mur, qui est une barrière qui a été testée pendant très très longtemps aux États-Unis. Et comme le mur est très proche de la piste ici, ça évite en particulier à la voiture de rebondir et de revenir au milieu de la piste. Ce qui est toujours important, parce que c'est là que ça se gâte en général. C'est quand la voiture revient au milieu de la mêlée, ça devient compliqué. Juste en face, vous avez le centre Porsche 4x4, à droite les jardins familiaux, qui étaient au tertre rouge dans le temps, à l'intérieur du tertre rouge. Là, les 4x4, on monte la butte, on descend la butte avec les clients. Ouais, c'est super. Ah oui, c'est impressionnant. Les capacités de franchissement, c'est assez incroyable. Et ici, le circuit a beaucoup changé, et heureusement, parce qu'on était très très étroit. Et là, vous voyez les traces au sol, quand ça sort ici, ça va loin. On a eu quand même de très très gros soucis il y a quelques années. On appelle ça maintenant la courbe Corvette, je crois. Et le centre Porsche. En fait, centre Porsche, c'est en fait notre ancienne piste Honda. Moi, je me rappelle qu'en 76, j'avais réussi à décrocher un peu d'argent chez Honda parce qu'on voulait implanter l'école moto sur une piste privée. Et donc, Honda nous avait donné l'argent. Et ce circuit, qui s'appelait le circuit de Maison Blanche après, est devenu maintenant la piste Honda, la piste Porsche. Ça permet, avec le centre Porsche, de faire tester les voitures à nos clients. Clients que l'on reçoit. Moi, cette semaine, j'ai encore remis 2 Porsche. Là, on peut faire livrer la Porsche neuve ici. Ça nous permet de passer une journée avec le client qui a acheté la Porsche. Il y a quelques années, je remettais une Porsche à un monsieur de Paris de 94 ans, qui était venu avec ses jeunes enfants de 75 ans. Et au milieu de la conversation, pendant qu'on remettait la voiture au papa, il y en a un qui a dit « Papa, ça serait peut-être bien que je ramène la Porsche à Paris. Vu ton âge ». Et le père lui a dit « C'est ma bagnole, tu prends le TGV ». Et je me suis dit que tant qu'on aurait des clients de 94 ans à acheter des voitures à 300 000 € et à dire à leur fils de 75 ans, alors qu'il en avait 94, c'est ma bagnole, moi je trouve qu'on est sauvé. Voilà, ici c'est le karting. Apparemment il y a compétition aujourd'hui sur cette piste internationale qui nous permet de faire 2 fois le championnat du monde, enfin 2 championnats du monde différents chaque année. Et puis la toute nouvelle structure des stands qui sont réservés à la piste ici de Maison Blanche. Et vous voyez le pied de la passerelle à droite et à gauche là. Dans 2 semaines, il y aura une passerelle au-dessus de notre tête qui permettra d'éviter de retourner jusqu'à la tour de contrôle pour passer dans le souterrain. Et alors vous allez voir, notre chauffeur va encore nous faire une manœuvre de
de folie là pour pouvoir passer dans le sifflet du poste qu'on appelait, je sais plus, c'était le 131 à l'époque. Maintenant, je sais pas ce que c'est devenu. Centre Porsche qui est quand même un bel endroit. C'est beau. 33 ou 34? Ouais, c'est 34. On est au tronçon 32 ou 33 ici, quelque chose comme ça? 34 même? Ouais. 34. Moi je parlais en hors saxe. Voilà, rendez compte un petit peu ce qu'on lui fait faire à notre chauffeur. Là. Oh, il a vu pire. Ah oui, oui, il est remarquable, mais bon. En fin de journée, il passera ça à fond de 4. Voilà, on va arriver à avenue de Marrakech. On a été planqué des bananiers. À mon avis, c'est pas tout à fait le cadre du circuit du Mans, mais bon, c'est bien d'avoir de la verdure. Pour les bananes, on verra plus tard. Vous savez que dans le musée, il y a une 2 chevaux qui a fait le tour du monde dans les années 60. Et Jacques Ségala, le pilote de cette voiture, avait perdu le bouchon du carter dans la traversée de l'Afrique. Il a mis 42 kg de bananes dans le carter, par le trou de vidange, et il a fait 1000 km dans la bouche avec de l'huile de banane dans le moteur. Et la 2 chevaux a très bien marché. Qu'est-ce qu'on s'emmerde avec la 15W40? Le problème, c'est le temps qu'on passe à mettre les bananes. C'est ça, c'est tout. Et là, on vient de planter des cyprès. Alors ça, c'est la Toscane. Là, on est boulevard des Italiens, là, maintenant. C'est bien, on va faire le circuit d'arbre en arbre. Ça va être l'acrobranche bientôt. Voilà, c'était des, On va passer sous les porches. c'était des palmiers. Je vous conseille de faire le baptême avant déjeuner, si c'est possible. Alors on passe ici dans le souterrain qui permet de sortir les camions et éventuellement faire venir les moyens de secours lourds des pompiers, grues et compagnie, parce que pendant très longtemps, mon Dieu, il n'y avait pas un souterrain qui permette de sortir du circuit pendant la course. Et là on est dans la nappe phréatique, là. On est au moins 1 mètre dans l'eau, là. Il faut le savoir. Alors, je voudrais profiter de leur présence à bord pour saluer les 2 jeunes femmes qui s'occupent des sportifs de la maison à longueur d'année. Merci les filles. Elles sont dans l'ombre, mais ça mérite d'être mis en lumière aujourd'hui parce qu'elles font un boulot incroyable. Dans des conditions quelquefois un petit peu cascade. C'est quoi, ils font la queue pour aller aux toilettes là? Non. Ah non, c'est dans le stand à côté quand même. Ok. Voilà, bah écoutez, moi j'étais ravi de faire ce petit tour avec vous. Ouais, super. C'est notre jardin à nous tous là. C'est aussi un peu notre propriété, puisqu'en fait le circuit appartient quand même aux collectivités locales, donc ce sont nos impôts qui l'hiver permettent d'entretenir tout ceci. Mais il faut savoir que 1 euro de nos impôts investis dans le circuit des 24 heures, c'est 15 euros qui rentrent dans l'économie locale. Le circuit du Mans rapporte 150 millions par année à la Sarthe et 300 millions à la France. Cocorico. Bravo. On se retrouve pour déjeuner. 300 millions à la France. À tout à l'heure.